Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous poser la question ensemble que de nombreuses personnes se posent quand elles arrivent en âge d'anticiper leur retraite. Faut-il s'expatrier dans un autre pays afin de couler des jours heureux au soleil et éventuellement améliorer son niveau de vie? Une tendance qui est en vogue depuis plusieurs années. Mais je vous propose de faire ensemble le point aujourd'hui sur la situation, un point que nous allons également faire avec Paul-Marie Schneider, avocat en droit fiscal chez Berilo. Bonjour Paul-Marie Schneider. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et un point que nous allons également faire avec Christelle Biganzoli, fondatrice de Ritchie. Bonjour Christelle Biganzoli. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Un petit mot rapide sur Ritchie, c'est un cabinet en gestion de patrimoine qui va fêter ses 1 an bientôt, dans quelques mois, et qui s'est marqué sur la page d'accueil de votre site internet, accompagne en France mais aussi à l'étranger. Donc vous êtes la personne tout indiquée pour nous parler de cette expatriation lorsqu'on arrive à la retraite. On va commencer avec vous, Christelle Biganzoli. Quand on regarde un petit peu les chiffres sur le sujet, on se rend compte que un tiers des Français, un Français sur 3, souhaiterait s'expatrier pour la retraite. C'est beaucoup quand même qui voudraient du coup un changement de vie dès la fin de leur carrière professionnelle. C'est quelque chose que vous constatez également, vous, dans les échanges que vous avez avec vos clients ou avec les personnes avec qui vous échangez? Alors pas vraiment, il y a un niveau entre le rêve et la réalité, D'accord, c'est-à-dire le passage à l'acte, si je puis dire. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'aller au soleil au moment de la retraite, et la réalité se confronte à eux vite, parce qu'il faut s'éloigner de sa famille, bien sûr, de ses enfants, de ses petits-enfants surtout, et ça devient un peu compliqué. Et puis il y a d'autres enjeux dont on parlera sûrement au niveau successoral et fiscal, donc au niveau civil et fiscal, qui sont quand même pas tout à fait neutres et qui peuvent permettre de prendre une décision inverse à ses rêves initiaux, en fait. D'accord, donc quand je dis qu'un Français sur 3 souhaiterait s'expatrier pour la retraite, le souhaiterait est très important quand il s'agit d'y réfléchir un peu plus concrètement. Avant même de passer le pas, déjà, le chiffre baisse drastiquement. Exactement, et les Français sont très attachés aussi au patrimoine culturel français, la bonne nourriture, la culture. Donc c'est difficile de quitter un pays, surtout quand on ne l'a jamais fait avant. Et c'est vraiment le point crucial, c'est lorsqu'on a été expatrié, souvent on a ce besoin de repartir et ça se passe relativement bien. Mais lorsqu'on n'a jamais vécu l'expatriation et que d'un seul coup, à 60 et quelques années, on décide de partir sans parler la langue du pays, là, ça devient très, très compliqué et on constate qu'ils reviennent assez vite. Bon, alors, le thème de cette émission, c'est s'expatrier pour la retraite. Est-ce une bonne idée? Donc, du coup, on commence à comprendre effectivement que vous nous dites que ce n'est pas une bonne idée pour tout le monde. Pour ceux qui font le pas, qui se disent, bon, j'ai envie d'aller m'expatrier à l'étranger pour ma retraite, qu'est-ce qui les attire? C'est quoi c'est le fait d'avoir une météo plus clémente? C'est le fait d'avoir un niveau de vie plus élevé? Quelle est la carotte finalement pour s'expatrier? Alors, la plupart du temps, nous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, la plupart du temps, la carotte, elle est fiscale. C'est payer moins d'impôts, ne plus être soumis à l'IFI. C'est ce qu'on pense, en tout cas. On le sera toujours si on laisse des biens derrière soi en France. D'accord. Mais c'est effectivement le côté aussi plus prosaïque qui est le soleil et la qualité de vie, l'accueil des personnes, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, donc c'est un peu du rêve, effectivement, que l'on va chercher à l'étranger. Et est-ce que vous avez une idée, avant qu'on rentre effectivement dans le sujet fiscal, des destinations qui font le plus rêver les retraités ou les pré-retraités qui voudraient partir s'expatrier? Alors, pour faire le lien avec le fiscal, c'est effectivement le Portugal qui a donné une grosse incitation à un moment donné de 10 ans de défiscalisation, mais ça va être aussi les pays... Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui d'ailleurs, ça s'est arrêté en 2020. Ça s'est atténué parce que le Portugal n'avait plus besoin d'autant de Français qui arrivent en masse. Il y a les pays francophones comme l'île Maurice qui portent aussi un grand intérêt, et puis pour tous justement les anciens expatriés, tous les pays anglophones qui leur permettent de continuer à converser dans une langue qu'ils connaissent en général relativement bien. Donc en gros, c'est les pays de défiscalisation type Dubaï, Portugal et autres, mais aussi les pays de soleil et les pays dont on parle la langue, effectivement. Paul-Marie Schneider, le sujet fiscal revient quand même assez régulièrement. C'est donc du coup, j'imagine, un sujet que vous devez évoquer assez souvent avec vos clients. Est-ce que c'est plus intéressant d'aller s'expatrier pour sa retraite d'un point de vue fiscal? Alors, pour répondre à votre question, on ne s'expatrie pas que pour du fiscal. D'accord. Ce n'est pas tenable sur le long terme. L'expérience qu'on a, c'est que ce sont des gens qui finalement reviennent après.
Pour du fiscal, on va regarder vos revenus. Tous les pays ne sont pas intéressants selon vos revenus. On a parlé du Portugal, effectivement, pour des retraites. Mais quelqu'un qui aurait beaucoup de revenus immobiliers de source française resterait taxable en France. D'accord. Donc ça veut dire que je me crée, durant toute ma carrière professionnelle, un patrimoine immobilier pour m'assurer une sorte de rente complémentaire à ma pension de retraite en France, un patrimoine qui est créé en France. Je décide de m'expatrier au Portugal parce qu'il y avait cette carotte fiscale jusqu'à 2020. Je reste taxé sur mes revenus en France, donc fiscalement, c'est pas si intéressant. Les revenus de source française, notamment immobilière, restent taxables en France, alors selon un barème qui est différent. Donc ça peut être un peu plus intéressant, mais c'est pas l'Eldorado que l'on croit. Surtout, il faut bien insister là-dessus. Les gens qui partiraient pour des raisons simplement fiscales, il faut qu'ils soient qualifiés dans le pays où ils arrivent de résidents fiscaux du pays. Là, on a beaucoup de conventions fiscales qui sont applicables et on a des critères à remplir qui sont des critères de foyer d'habitation permanent, qui sont des critères de centre des intérêts vitaux et des critères de lieu de séjour habituel. Alors, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus parce qu'une croyance répandue est qu'il suffit d'être 183 jours dans tel pays ou en tout cas de ne plus être 183 jours. C'est ce que j'allais vous dire. Plus de 6 mois, on se souvient d'un fameux chalet en Suisse où effectivement il fallait y être plus de 6 mois et 1 jour, mais donc c'est pas forcément le cas partout. C'est un critère qui n'existe pas, notamment dans les conventions fiscales que nous avons, et on a des arrêts là-dessus. On regarde le lieu du séjour habituel qui n'est pas forcément lié à une durée à 183 jours. On va regarder la fréquence des séjours, on va regarder la durée du séjour effectivement, mais on va regarder la régularité des séjours. Et c'est surtout quand on prend les critères de qualification, c'est un critère qui arrive assez tard, c'est-à-dire que c'est le 3e critère, quand on arrive sur le critère du nombre de jours, quand on commence à compter et à regarder un peu son agenda pour essayer de se rassurer, cela veut dire que vous n'avez pas réussi à convaincre l'administration sur les 2 premiers critères, foyer d'habitation et d'un centre des intérêts vitaux. Donc on peut peut-être définir les 2 premiers avant d'aller sur le 3. Enfin, si maintenant qu'on a compris que le 3e ne suffisait pas. Le premier, c'est surtout que ce sont des critères qui sont successifs. Donc, c'est-à-dire qu'on passe aux critères d'après seulement si les premiers critères ne sont pas remplis. D'accord. Donc, le premier, c'est un critère de foyer d'habitation permanent. Là, on va regarder où est-ce que vous avez un foyer d'habitation permanent. Qu'est-ce que c'est ? C'est un foyer disponible, propriétaire ou locataire, à titre onéreux, un logement à titre onéreux ou à titre gratuit. Donc vous pouvez être logé en permanence chez vos enfants, si vous avez un lieu qui est habilité pour vous. Donc ça, c'est un critère de foyer d'habitation permanent. Donc on pourrait se dire, si j'achète une maison au Portugal, en Espagne ou au Royaume-Uni, mais bon, j'imagine que là, pour le coup, le niveau de vie est un petit peu plus cher, mais en tout cas dans un pays anglophone, normalement, je corresponds à ce premier critère. Vous correspondez. Vous pouvez avoir un foyer dans 2 pays. Ça marcherait si vous n'avez plus du tout de foyer d'habitation en France. Les gens qui partent ont du mal à tout quitter d'un coup. Donc, au début, ce critère est un peu complexe. On garde un appartement, on garde un logement qui est loué, on se garde un lieu d'habitation chez des enfants dans une résidence secondaire, on se garde un lieu de repli. Ce qui fait qu'on n'est pas forcément crédible vis-à-vis du premier critère. Ce qui fait que ce premier critère n'est pas forcément rempli et on passe ensuite sur un critère du centre des intérêts vitaux. Et là, on regarde les liens personnels et économiques. Donc là, on va regarder où est votre famille. Alors, le thème était sur la retraite, donc on va être peut-être un peu moins attentif sur la scolarisation des enfants. Bien sûr, c'est plus le cas. Mais est-ce qu'on a des liens dans le pays, finalement ? Exactement, on va regarder où sont vos abonnements de loisirs, où est-ce que vous vous faites soigner, où est-ce que vous vivez, où est-ce que vous avez une voiture qui est immatriculée, où est-ce que sont vos revenus, votre patrimoine. Donc ça, c'est le 2e critère. Et ensuite, effectivement, si on n'arrive pas à convaincre de ce 2e critère en France ou à l'étranger, qu'on passe sur le 3e critère. Et alors, donc, si jamais on remplit tous les critères, est-ce que c'est forcément plus avantageux fiscalement alors, au Portugal, il y avait effectivement cette carotte fiscale. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas ? Il y a le Portugal qui, effectivement, reste attractif puisqu'on est à une taxation de 10% quand elle était à 0. Mais une taxation sur quoi alors sur la retraite. Sur la retraite, c'est-à-dire, mais sur une pension de retraite qui vient de France. Sur une pension de retraite qui vient de France. Mais on est taxé moins dans le pays, en fonction du pays de résidence, ou enfin dans son pays de résidence. Le Portugal décide
décidé de moins taxer ces non-nationaux qui viendraient consommer leur retraite dans ce pays, parce que la convention fiscale permet d'imposer la retraite dans le pays de résidence. Donc voilà, donc là c'est ce que vous disiez, le Portugal a moins besoin aujourd'hui de retraités. Donc il a augmenté, il a créé cette imposition à 10%. Il y a d'autres pays, la Grèce le double un peu, est à 7%. Donc si vous avez sur des pensions de retraite, vous pouvez toujours trouver des pays. Pour faire le lien avec ce que nous disions au début, si vous avez des revenus immobiliers en France, ils resteront taxables en France. Même si vous êtes résident. Même si vous êtes résident ailleurs. Donc il faut regarder au cas par cas les revenus. Si vous aviez par exemple des revenus aujourd'hui de crypto-monnaie, la Biélorussie est un Eldorado. Vous pouvez y aller. Bon, pour l'anecdote, effectivement. Mais ça veut dire faut voir si effectivement ça vient dans les sujets. Alors pour faire le lien, donc vous nous avez dit également que vous avez vu qu'un certain nombre de retraités s'expatriaient pour des raisons fiscales revenir. Une dernière question avant de revenir justement sur ces retraités qui reviennent avec vous, Christelle Biganzoli. Si je me fais soigner systématiquement en France, est-ce que je suis quand même considéré résident au Portugal ou en Biélorussie pour le coup ? Ça permet de déterminer vos liens personnels avec un pays. Alors, la personne qui se ferait soigner en urgence parce qu'elle se trouve dans le pays et tombe malade, ça ne permettrait pas de qualifier de résidence fiscale dans le pays où on est soigné. La personne qui rentrerait de manière très régulièrement pour se faire soigner en France, risque de se retrouver à être qualifiée de résidente fiscale française. Christelle Biganzoli, c'est effectivement quelque chose que vous faites ressortir tous les deux, c'est que c'est très compliqué finalement de quitter son pays quand on ne l'a jamais fait. C'est-à-dire qu'il faut accepter de quitter potentiellement une résidence principale, de quitter un niveau de soins auquel on était habitué, il faut quitter sa famille, il faut y passer suffisamment de temps, de temps hors de France pour justifier qu'on est retraité. C'est ce qui vous fait dire à tous les deux et notamment à vous que en fait, c'est beaucoup plus rare qu'on ne le pense de s'expatrier pour la retraite. Exactement, je pense que ça fait partie d'une mentalité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut se faire impérativement accompagner. D'accord. Parce que là, on a parlé beaucoup de fiscalité, mais après, il y a tous les aspects civils, notamment si on a été marié entre les années 92 et 2019. On peut changer de régime matrimonial si on reste 10 ans à l'étranger. Ce qui peut poser quand même des soucis au bout d'un moment. C'est-à-dire changer de régime matrimonial sur demande de l'un des deux conjoints, par exemple ? C'est ça le problème, c'est que c'est une mutabilité non décidée, imposée par il faut le savoir, effectivement. Européen. C'est-à-dire que, alors en général, il y a des mutabilités à plusieurs niveaux. C'est quand on part dans les 2 premières années de son mariage. Bon, voilà, je pense que, à moins de s'être marié juste avant, donc sans contrat. Et donc, on est soumis à une mutabilité au bout de 2 ans ou au bout de 10 ans si on reste dans le pays. D'accord. Ce qui peut poser effectivement de graves problèmes. Même si on part tous les deux, on est d'accord pour le coup. Même si on part tous les deux. D'accord. Et vous ne recevez pas de faire-part de qui que ce soit. D'accord, ok, bien sûr. Donc ça, ce point-là, heureusement, on peut le régler en décidant de manière définitive de figer le régime matrimonial au régime français. Bien sûr. On peut aussi décider, parce que ça c'est un autre point réglementaire qui date de 2015, on est soumis, alors on connaît bien l'histoire de Johnny Hallyday qui a fait sensation, mais qui nous permet, nous, d'exposer en images plus facilement à nos clients. En fait, lorsque l'on décède à l'étranger, on est soumis à la loi du pays dans lequel on a sa résidence définitive. Donc ça veut dire que si vous partez par exemple dans un pays à charia, comme Dubaï ou Bali ou autre, vous serez soumis à la charia, ce qui est quand même un peu problématique. Bien sûr, et puis, mais parce que vous êtes résident du pays pour le coup. Voilà, parce que vous êtes résident du pays, et donc, après il y a des conventions qui permettent de renvoyer à la loi française, comme au Japon par exemple, ou au Portugal, mais tous les pays ne sont pas comme ça, donc il faut faire extrêmement attention. C'est un point, à mon avis, essentiel sur ce sujet-là. Et on peut aussi désigner la loi française comme étant applicable à ces successions. D'accord. Et honnêtement, pour étudier à peu près tous les codes civils mondiaux avec nos clients depuis plus de 15 ans, on se rend compte que le code civil napoléonien est assez génial puisqu'il protège à la fois le conjoint
et à la fois les enfants. Merci beaucoup à tous les deux. Effectivement, il faut prendre en compte quand même ces changements de régime matrimoniaux où la gestion du décès, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on cherche une carotte fiscale, mais c'est à prendre en compte quand on cherche à s'expatrier pour la retraite. Sur les carottes fiscales, sur les successions, quand vous partez pour du fiscal, cela ne fonctionnera que si vos enfants partent aussi. Il faut y penser. D'accord, aussi. il faut effectivement. Le droit fiscal français permet de rappeler les successions quand bien même vous êtes résident fiscal à l'étranger si l'héritier est résident fiscal français. Donc il faut partir pas à moitié dans ce cas, voilà, qui est encore moins simple. Ce qui est encore moins simple, donc il faut avoir ça en tête. Merci beaucoup Paul-Marie Schneider, je rappelle que vous êtes avocat en droit fiscal chez Berilo. Merci Christelle Biganzoli, je rappelle que vous êtes fondatrice de Ritchie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.